photos attendent son incarcération. Alors, chers téléspectateurs, je vous ai laissé il y a 15 jours, après que nos 333 kilos de cocaïne aient été débarqués en forêt d'Olonne, mais également récupérés par la gendarmerie. Et montrer donc au public, on informe, et c'est normal, la presse et les médias de cette prise. Problème, c'est que dans la nuit du 2 au 3 mars, les locaux de la brigade territoriale de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne sont investis par un commando qui séquestre une jeune femme gendarme pour lui faire dire où se trouve la marchandise. Bon, la jeune femme ne sait pas, mais comme ces hommes ont entendu parler de la gendarmerie maritime, ils décident de se rendre dans ces locaux. Alors, ils sortent de la compagnie de gendarmerie, des Sables. Il semblerait d'ailleurs qu'ils aient demandé où ça se trouvait à quelqu'un qui promenait son chien alors qu'ils étaient en voiture. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas où c'est, donc ils reviennent, ils récupèrent la jeune femme gendarme et ils vont dans les locaux de la gendarmerie maritime, où ils ne trouvent pas plus de drogue qu'avant, puisque pour cause, elle se trouvait dans un lieu qui était tenu secret, mais c'était la Banque de France. Donc là, ils ne le savaient pas, et donc ils sont obligés d'abandonner leur opération. Alors, un coup de commando remarquable, hein, parce qu'il faut être gonflé quand même pour s'introduire dans un local de gendarmerie, sachant que ce local lui-même se trouve au siège de la compagnie. C'est là où il y a des dizaines de familles de gendarmes qui évoluent, qui ont leur vie et puis qui ont leur vie professionnelle avec des patrouilles en cours, et ce dans une nuit de samedi à dimanche. Pas une nuit où les gens font dodo réglementairement. Non. C'est la nuit où les enfants sortent, où on peut se trouver nez à nez avec eux. Coup de commando très bien organisé, puisque nous découvrirons même qu'ils avaient prévu par derrière un itinéraire de repli avec un trou dans le grillage. Donc c'est une organisation militaire. Alors, mystère, c'était la première fois qu'on attaquait une gendarmerie sur le continent dans telles conditions depuis la création de cette arme. Qui était-ce ? On ne saura pas. On ne saura pas. Était-ce des gens du milieu qui s'étaient dit dans le fond qu'il y avait peut-être une bonne opération à réaliser au Sable d'Olonne, là chez les Ploucs, on allait récupérer gendarmes locaux, bon, on va s'en emparer, c'est évident, sans difficulté. Alors, donc des gens qui se disent on va faire une bonne opération. Ceux à qui était destinée la marchandise, on a pensé à l'ETA, et ils parlaient une langue hispanique avec un certain accent, c'est possible, on n'a jamais su. Alors évidemment, au début, on se disait, tiens, c'est le donneur d'ordre, c'est Tristan Palancher qui veut récupérer sa cam. Après tout, c'est normal, il a des comptes à rendre, hein, c'est financier, et encore une fois, ce sont des gens qui, lorsqu'on ne respecte pas le marché, ne vous enverront pas l'huissier pour vous demander de payer vos dettes. Hein. Ils ont des moyens plus efficaces pour rentrer dans leurs créances. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec une affaire qui fait beaucoup de bruit déjà sur le plan de la livraison, de la quantité de cocaïne, et puis une affaire qui fait encore plus de bruit avec l'attaque de la gendarmerie. Alors moi, je vais m'inscrire dans ce mouvement, et une information est ouverte, et dès le 4 mars, si mes souvenirs sont bons, moi je décide de tout brûler. Pas la peine de garder, comme on le fait habituellement,
ce type de marchandises, avec toutes les tentations, les risques de déperdition, d'évaporation, marchandise qui n'a que de la valeur ajoutée, ça vaut pas très cher quand ça part d'Amérique du Sud, mais alors une fois rendu sur le continent européen, ça représente des fortunes telles qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Donc on brûle l'incinérateur de Nantes, alors là... Royal Pipeau clarinette, motards, policiers, cortège de voitures, fusils à pompe, dépassant des fenêtres. C'était du grandiose, mais moi de toute façon, je voulais que cela se sût, qu'il n'y avait plus rien à gratter sur la région des Sables-d'Olonne. Et d'ailleurs, une fois que je serai chargé de cette instruction, j'utiliserai toujours de gros moyens pour les extractions, parce que il y a eu d'ailleurs des idées autour d'Arnaud Serrano, des idées d'évasion, je crois, mais ça, c'était plus moi qui m'occupais du dossier. Et la partie faible c'est évidemment de nos dispositifs, c'est le transfèrement. Donc les consignes étaient précises, motard, ne pas s'arrêter au feu, ne pas s'arrêter au stop, ça devait être un trajet continu entre la porte de la maison d'arrêt extrêmement sécurisée et le palais de justice qui était extrêmement sécurisé. Le but était évidemment de ne pas laisser s'installer la routine face à des gens qui pouvaient être extrêmement déterminés, toujours mon image des hyènes et des agneaux, montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir, c'était tout. Et cela, je crois, a été continué par la suite. Voilà nos lascars, Jean-Christophe Hatueur qui cause. On arrête tout le monde. On va arrêter Serrano, on va arrêter Darnaud, on va arrêter Bodin et on va arrêter Pelletier, tout le monde. Et ces gens-là vont évidemment continuer le récit qui avait été commencé par Jean-Christophe Hatueur. Et nous saurons à peu près tout. Alors celui qui nous échappe évidemment, parce qu'il est immédiatement parti au Venezuela, c'est Tristan Palancher. Lui, il a compris que ça chauffait et on n'a pas réussi à le récupérer. Donc des gens, et là où le parallèle avec l'affaire des faux-monnayeurs peut être fait, c'est que ce ne sont pas des voyous. Dans l'ensemble, même si Serrano, à un moment, a caressé des rêves de fortune, il parle, et puis en face, il y a de très bons enquêteurs qui connaissent bien leur métier. Donc nous arrivons à tout reconstituer, et puis nous allons même, cerise sur le gâteau, nous avons Alain Palancher, le papa. Alors le papa, évidemment, il est dans le coup, le papa, peut-être pas sur le transport tout juste, mais il va recevoir sa belle-fille, parce que sa belle-fille vient avec ses deux enfants sous prétexte d'une opération bidon d'ailleurs, pour l'un des enfants, elle vient en France, mais en réalité c'est pour aller, elle est la seule qui soit habilitée à aller ouvrir un coffre à Angers, dans une banque angevine, et là il y avait 70 000 $, des faux papiers avec des photos de tout le monde, il y avait plein de trucs à récupérer, mais nous, évidemment, nous surveillions alors Alain Palancher, donc on récupère le contenu du coffre, Palancher et sa belle-fille se cassent le nez, alors après ils repartent, on les laisse repartir et on leur donne un peu de mou, et puis au moment où ils vont embarquer à bord de l'avion qui doit les ramener à Saint-Martin, on récupère tout le monde, petite délicatesse, au moment où les gens croient qu'ils sont tirés d'affaire, toc, on ferre, et là les conditions d'entretien, dirons-nous, sont meilleures. Bon, Palancher, il minimise son rôle, il va quand même morfler sévère devant la cour d'assises, mais on a encore une fois, Alain Palancher, papa, on a encore une fois, je crois, complètement élucidé l'affaire, avec évidemment des trous, puisqu'on n'a pas tout le monde. Le lieutenant du patron du cartel colombien est identifié, l'ingénieur est identifié, Palancher, Tristan Palancher, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.
Les autres, on n'a pas suffisamment d'éléments. Il aurait fallu qu'on récupère d'abord Tristan Palanché, puis qu'il accepta ensuite de les mettre en cause. Il est évident que là, nous étions dans un autre monde, dans un autre cadre, et puis de toute façon, nous ne l'avions pas. Donc l'affaire est nettoyée, le scénario a été complètement reconstitué. Alors, pourquoi cette affaire était-elle passionnante malgré tout? Tout simplement parce que c'est pratiquement la seule affaire de drogue, d'importation en bande organisée, où nous avons tous les éléments. Qu'est-ce qui se passe d'habitude? D'ailleurs, les conversations que j'ai eues avec Alain Palanché m'ont confirmé. À chaque fois, ces gens-là vous disent « Mais attendez, moi j'étais un informateur de la DEA, l'ancien Narcotic Bureau. Ils vous expliquent qu'ils ont balancé au service, voire correspondant des douanes. » Simplement, les voyous ont parfaitement compris notre mode de fonctionnement. L'administration française, elle fonctionne de façon relativement routinière, et l'administration américaine aussi d'ailleurs, parce que j'ai vu que le schéma que je vous expose est valable aussi bien pour la France que les États-Unis. En fait, il faut des succès. Il faut de temps en temps des succès. Et les voyous, les exportateurs, cette criminalité organisée a parfaitement compris cette règle. Donc, on balance de temps en temps des mules. Mais ce sont les mules qu'on balance. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas qui donne les ordres et ceux qui ne savent pas qui doit recueillir la marchandise. Ceux qui assurent le transport. Or, ce sont en général des Sud-Américains abrutis de cam auxquels on confie des quantités parfois considérables d'ailleurs. Et vous avez le résultat que vous voyez dans la presse. La plus grosse prise de cocaïne, saisie de cocaïne de tous les temps, ce qui n'est pas rassurant d'ailleurs, parce que d'année en année, c'est toujours la plus grosse prise, ce qui montre que ça augmente. En réalité, c'est pipé. Les dés sont pipés, ça a été balancé. On a les mules, on se contente des mules. Alors la mule va prendre, qui ne parle pas français d'ailleurs en général, se prend ses 15 ans de réclusion criminelle, mais comme elle ne sait rien sur ce qui s'est passé avant et qu'elle ne sait rien sur ce qui va se passer après, ben évidemment, les affaires sur le plan judiciaire s'arrêtent immédiatement. L'affaire des Sables, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que le parallèle avec le faux monnayage, particulièrement pertinent. Dans l'affaire des faux monnayeurs, on avait trouvé l'atelier de fabrication. L'atelier de fabrication, on ne le trouve pratiquement jamais. On arrête des gens qui diffusent les billets, de même qu'en matière de stupéfiants, on arrête les dealers, et de préférence les plus petits d'ailleurs, plus faciles à coincer. C'est exactement le même scénario. Là, au Sable, nous avions tout. C'est-à-dire que les gens que nous avons arrêtés étaient des gens parfaitement normaux, entre guillemets, vis-à-vis de la délinquance. Bon, ils avaient, je dirais, une conscience civique et morale, je pense, à contenu variable. Mais bon, ça, c'est l'appât du gain. On n'y peut rien, tout homme a un prix, et là, on était tombé sur des gens qui, pour certains d'entre eux, avaient un prix relativement peu élevé. Disons qu'à 250 000 francs, 300 000 francs, 40 000 euros, toutes les barrières, aussi bien légales que morales, étaient levées. Mais on avait le scénario complet de l'opération, moins quand même la lacune, ça c'est le regret que j'éprouve dans cette affaire, nous n'avons pas coincé ceux qui avaient attaqué la gendarmerie. Là, on était encore dans un monde différent, parce que les nôtres, c'était des jeunes gens qui étaient sans histoire, c'était banal. On ne peut pas dire que j'avais affaire à la grande criminalité, puisque Tristan Palanché nous avait échappé. Alors Tristan Palanché, je vais quand même vous raconter le turbin qui nous avait monté pour échapper aux recherches.
Juin 2002, l'affaire continue à se dérouler. Hein. Très gros moyens, hein, très bons policiers, très gros moyens. On faisait des interceptions d'emails en direct. Là, j'ai travaillé dans des conditions exceptionnelles. Hein. Et puis moi, j'aidais les policiers sur le plan juridique. Je crois que l'entente a été parfaite. On découvre un cadavre carbonisé, avec les mains coupées, la tête coupée, dans un véhicule à proximité d'une petite localité au Venezuela. Et ça nous amène à un hôtel, et dans cet hôtel, on trouve les papiers de Tristan Palancher. Alors, première réaction, on se dit, bon, allez, ça y est, ils lui ont fait payer l'échec de l'opération. On fait erreur, on admet, les financiers admettent l'accident judiciaire. Ça peut arriver, ça arrive, d'ailleurs parfois il est organisé, on informe directement pour calmer les administrations, pour leur donner le grain à moudre, et puis qu'elles vous foutent la paix par ailleurs. Donc c'est admis. Ça, c'est admis. Ce qu'on n'admet pas, c'est le fait qu'on détourne. C'est là où Serrano, d'ailleurs, qui avait envisagé un moment de récupérer la drogue, avait perdu tout sens de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Il aurait couru des risques beaucoup plus graves que ceux qu'il a rencontrés avec nous. Donc, c'est admis. Mais là, on a un cadavre avec les papiers. Bon. Alors, je vous passe les détails encore, mais il a fallu qu'on récupère, alors d'abord une vertèbre, parce que ça avait bien brûlé. Alors, la vertèbre, recherche ADN, impossible. Alors, je m'étais un peu fâché, à la fin, j'avais dit, écoutez, vous me récupérez tous les ossements. Alors, sur un bout de hanche, il restait un petit peu de chair, de tissu musculaire. Allez hop, on a réussi à savoir que ce n'était pas, en faisant l'ADN, que ce n'était pas Tristan Palancher. Il avait mis en scène sa propre disparition pour échapper au mandat d'arrêt international et à nos recherches qui, de toute façon, se poursuivent avec plus ou moins de vigueur, mais tout ça se poursuit et un jour, s'il n'est pas mort, je pense qu'il comparaîtra devant une juridiction française parce qu'il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par contumace et la prescription ne commence à courir qu'à compter de la condamnation. On a encore quelques années devant nous. Alors voilà l'aspect tout à fait exceptionnel de cette affaire. Bien sûr, c'était une première opération. Première opération, mais sur le plan logistique, sur le plan technique, elle était parfaitement montée. Rien à dire. D'ailleurs, ils se sont rencontrés au lieu dit, le jour dit, aux heures dites, avec des ratés qui n'étaient dus qu'au mauvais temps et à la malchance. Peut-être, si je dois formuler une critique, je pense que Tristan Palancher a commis l'erreur de ne pas investir sur les travaux du bateau. Je pense que si le bateau était arrivé en meilleur état, l'équipage aurait gagné immédiatement le Portugal. Il n'y aurait pas eu le problème de leur exfiltration par voie terrestre et la marchandise aurait été mise directement dans les véhicules, transférée à Mimizan et nous n'aurions jamais bien su. Alors peut-être, n'oublions pas non plus que le mauvais temps fait également, ça je ne vous l'ai pas dit, que la vedette ne regagnera pas le port, parce que c'est ce qui était prévu. Le port, disparition de l'équipage, récupération ensuite de la cocaïne. Donc ça a été impossible. La vedette, de plus, il faisait tellement mauvais temps que Bodin a eu peur et a dit « Moi, je ne peux pas tourner au large jusqu'à la nuit », parce que c'était quand même prévu pour la nuit, pas à 14 heures. Hein. Et puis, ensuite, il ne regagnera pas le port, d'où le déclenchement entre le témoignage de l'ancien gendarme, le déclenchement des opérations. C'est sûr que ces gens-là, de A jusqu'à Z, ont été desservis par une malchance invraisemblable. Quelques mauvais calculs, ils ont aidé la malchance, mais l'Ashkumun était vraiment de leur côté. Autre affaire intéressante, qui peut illustrer d'ailleurs d'autres dossiers, parce qu'après tout, si eux l'ont fait, il y en a d'autres qui le font. Hein. Évidemment, nous avions affaire à un monde de caves. Ce n'étaient pas des voyous. C'était des caves qui participaient
à une opération de banditisme, de criminalité organisée de très haut niveau. L'affaire sur le plan judiciaire, elle était mâchée. La police avait fait un travail remarquable. Ah si, un petit détail amusant. Quand Jean-Christophe Arthur m'a été présenté, afin que je le mette en examen et qu'il soit placé en détention, nous avons eu des nouvelles d'un cabinet d'avocats. C'était un cabinet d'avocats toulousain, spécialisé dans les affaires de stupes, mais Jean-Christophe Arthur, avec qui on avait de bonnes relations pendant la garde à vue, a dit, moi j'ai jamais entendu parler de ces gens-là, c'est pas lui qui nous les a désignés. Bon, grand seigneur, le dossier était béton. Et bon, écoutez, on va considérer que vous les avez désignés. Et puis, lorsque il a été amené au palais de justice, c'est la phase judiciaire, après la phase policière, il a vu arriver une avocate de Toulouse. Ah, c'était extraordinaire. Entre ses talons hauts et puis ses bijoux, elle brillait comme un sapin de Noël. Et alors, elle nous a fait suer, parce qu'elle s'est plongée dans la procédure pour essayer de trouver la faille. Il n'y en avait pas. Et puis, pour se rendre compte que, pas mettre en compte sa déontologie, mais il n'y avait plus rien à faire, que tout y était. Tout avait été dit. Donc la pauvre femme est repartie. Gros gens comme devant, elle avait la déception qui se peignait sur son visage au moment où elle lisait le dossier. Et on lui a dit, écoutez, nous on en avait marre. Les policiers étaient sur le pont depuis un moment. Moi aussi, on suivait ça. Vous pensez, cette affaire entre l'attaque de la gendarmerie, on la suivait en temps réel. On se rendait régulièrement pour faire le point avec les policiers. Puis on apprenait à se connaître. Les policiers de l'Office central, je ne les connaissais pas. J'avais croisé leur patron, le commissaire divisionnaire Petit, type très bien d'ailleurs, mais pour parler de problèmes généraux de drogue, pas pour parler d'un dossier en particulier. Donc on a pressé un peu le mouvement, et puis elle est repartie, je dirais pas la queue entre les jambes, mais presque, avec ses bijoux, ses talons aiguilles, et elle a regagné Toulouse pour rendre compte à son associé de l'impossibilité qu'il y avait de faire quoi que ce soit pour sauver le donneur d'ordre, parce que je crois que c'était lui, Tristan Palancher, qui était intervenu. Alors cette affaire a suivi son cours. Moi, je n'avais pas l'équipage. Ma collègue qui m'a remplacé a trouvé l'équipage. On a récupéré d'Autonel. Enfin, d'Autonel, je l'avais peut-être eu. Moi, j'avais eu Alain Palancher. Mais elle a récupéré le Colombien encore vivant, l'ancien capitaine de la marine colombienne. Et tout ce petit monde s'est retrouvé devant la cour spéciale d'assises de Poitiers, où les condamnations, d'ailleurs, ont été bien, moi j'ai trouvé, moyenne 10 ans, pour tout le monde, un peu moins pour Pelletier. Bon, ça donne, avec les libérations conditionnelles, des sorties à 6-7 ans. Je crois qu'ils avaient pris un sacré coup derrière la tête et derrière les oreilles. C'était pas la peine de suivre le parquet qui requérait des peines de 20 ans. C'était pas la peine de transformer ces gens-là en fauves. Les voilà, maintenant, il y en a un qui redeviendra coiffeur, l'autre qui sera peut-être laveur, le troisième sportif de combat, il va faire du sport en prison. Bon, et je pense pour certains d'entre eux, ils n'auront plus jamais affaire à la justice et à la police de leur pays.